On est dimanche soir, c'est match après match. Soyez les bienvenus sur Blue Zoom, mais également en replay ou encore en podcast sur Spotify. On vous accueille avec grand plaisir pour une nouvelle édition dans laquelle il sera question de Super League avec des Romans qui cartonnent, des Zurichois qui sont un peu dans le dur actuellement, et on s'intéressera évidemment à toutes ces différentes équipes. On évoquera la Challenge League et puis la Ligue des Champions qui a démarré cette semaine, mais qui va enchaîner avec une deuxième semaine de compétition à venir dès après-demain. Autour de cette table, pour en parler au cours de ces 40 prochaines minutes, c'est Robin Mercier de la rédaction, Claude Gross, notre consultant, et le plaisir d'accueillir Fantin Moreno, animateur sur Couleur 3, animateur de la troisième mi-temps et de footaises. Très bientôt pour la Coupe du Monde. Bienvenue Fantin, c'est une première. On parle donc de Super League et on commence avec le FC Sion qui a réussi une sacrée performance hier en allant gagner à Saint-Gall après avoir battu Bâle la semaine dernière, avec donc cette question qui est légitime aujourd'hui. Et si Sion regardait vraiment vers le haut du classement, tout en haut du classement? Le titre. Carrément. Oh, on n'est qu'au début du championnat, mais écoutez, pourquoi pas, rêvons un peu. En tous les cas, ça me fait plaisir de parler du FC Sion, autrement que de parler de l'entraîneur, combien de matchs il lui reste, qui sera le suivant, est-ce qu'ils vont s'en sortir. Donc parler de Sion, parler foot, et parler d'un Sion qui est conquérant, ça fait plaisir. Je crois que la campagne de transfert a été excellente du FC Sion, aussi bien au niveau des arrivées, mais des départs surtout, parce qu'on a allégé ce contingent et on sent un groupe maintenant beaucoup plus serein, on sent des positions doublées, les joueurs qui sont arrivés amènent un plus à cette équipe, donc je crois que cet été, Sion a fait tout juste et ça se retrouve sur le terrain. On s'aperçoit peut-être que la défaite à Lucerne il y a 15 jours, 2-0, c'était qu'un accident de parcours. On a eu peur à ce moment-là que Sion retombe dans ses travers. La réaction et contre Bâle et contre Saint-Gall, elle a été exemplaire. Ouais, puis il y a des joueurs qui sont arrivés un peu sur le tard du mercato qui maintenant commencent à arriver. Franchement, quand à l'heure de jeu, une équipe peut se permettre de faire entrer une triplette, Kevin Buat, Giovannicio, Mario Balotelli, c'est qu'effectivement, comme le disait Claude, il y a de la marge. Et on voit un Solkovic qui harcèle comme un dingue. Il y a une envie, en fait. Il y a quelque chose, vraiment, on sent que les joueurs aussi visent enfin autre chose. Et puis quand même, j'ai envie de dire, il était temps, vu l'argent investi par Christian Constantin depuis des années, il était temps que Sion, parce que quasiment chaque année avec Sion, on se dit, mais sur le papier, on peut faire de grandes choses, et puis c'est assez mal géré, etc. Et là, enfin, effectivement, ça dégraisse à l'avant-saison, et puis enfin, on commence à pouvoir viser plus haut. En fait, ça a commencé dès le premier match, Robin. Ils vont gagner à Lugano. Déjà là, on s'était dit, tiens, hop, une impulsion, une belle nouvelle impulsion pour la saison. Une fois encore, on met entre parenthèses le couac de Lucerne où vous étiez présent pour commenter le match, Robin. À part ça, Sion, c'est du costaud. Ouais, alors c'est que Sion fait en général des assez bons débuts de championnat. Moi, je suis un peu curieux de voir. On est vrai, comme vous l'avez dit, Claude, on est qu'au début du championnat. Il n'y a eu que 8 journées. Attendons de voir quand même déjà jusqu'à cet hiver, voir ce qui va se passer avec ce FC Sion, s'ils sont capables de maintenir la cadence. Puis moi, je trouve qu'au niveau du 11 de départ, c'est que Tramezzani, il enchaîne toujours le même 11, à voir si après, au niveau du banc, il y aura suffisamment de profondeur justement pour tenir toute la saison. On a souvent reproché à Tramezzani de brasser beaucoup, de changer beaucoup, de par son contingent qui était pléthorique. Et maintenant, on va quand même pas l'accuser de ne pas bouger. Je trouve qu'il y a une stabilité. Et avec les joueurs, Cyprien qui vient d'arriver pour compléter ce trio à mi-terrain qui est excellent. L'arrivée de Balotelli qui bonifie le groupe. Parce que Solkovic, je l'ai toujours trouvé bon. Là, je le trouve très bon. Parce que maintenant, il est décisif. Passeur, buteur. Coïncidence ou pas, je crois que l'arrivée de Balotelli, de Cyprien, de Moubonje, qui va amener une solution derrière, parce que Balthazar fait le job, mais il fallait quand même quelqu'un d'autre. Donc, je crois que ça bonifie le groupe et d'avoir cette stabilité. Je crois que c'est tout bénef pour l'FC Sion, au contraire. Mais est-ce qu'il ne le fait pas justement parce qu'il sait que ses remplaçants vont peut-être pas forcément faire la différence? C'est dans ce sens-là que je disais ça. Il s'est peut-être rendu compte qu'il y avait peut-être une marge entre les titulaires et les remplaçants, mais comme tu dis, avec Moubonje, etc., ça va peut-être annoncer quelque chose de bien. Bon, la cadence, ça semble jouable, parce que il y a la coupe, il y a la pause des équipes nationales. Après, jusqu'au break de novembre, il y a une semaine anglaise pour le championnat.
Mais sinon, c'est un match par semaine. Ouais. On peut faire jouer les 11 même, de semaine en semaine. Et puis aussi, s'ils réalignent le même milieu de terrain, Claude parlait du trio du milieu de terrain, mais je pense que c'est parce que ça marche, en fait. On se rend compte, notre confrère Valentin Schnorr du matin disait, il y a une mobilité dans les 3 milieux de terrain qu'on a rarement vu au F-Session. Il y a une stat de passes progressives, donc les passes dans le camp adverse, dans le camp offensif, qui est passé de 65% la saison dernière à 81% cette saison. Donc en fait, la triplette Poa, Araz et Grgic, elle a pas un poste fixe, ça bouge tout le temps, ça morphe un petit peu. Non, le triangle tourne toujours sur lui-même, ils sont complémentaires, les 3 peuvent jouer aux 3 postes. Et on a même pris le risque, excuse-moi de te couper, Balthazar, qui était super bon en meneur de jeu, il n'est pas parti du 11, pour l'instant il est toujours là, il est en latéral gauche et sa qualité de balle fait la différence, excuse-moi. Non, puis l'énergie que dégagent ces 3, ça se répercute sur toute l'équipe. On avait parlé déjà de ces 3 joueurs. Alors bien sûr qu'on ne peut pas résumer l'obsession à ces 3 joueurs, mais ils insufflent quelque chose au groupe et ce milieu exceptionnel. Et maintenant, s'il en manque un des 3, il y aura Cyprien, il y aura Balthazar qui peut rentrer dans ces 3. On peut jouer un 4-4 de losange comme l'a fait Tramezzani au début de championnat, avec intégrant Cyprien et Balotelli devant. Donc il y a vraiment des solutions intéressantes. Donc je trouve qu'il y a de la profondeur dans cette session, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas Cyprien, il n'y a pas Moubadje, il y a Balotelli qui joue. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème de riche justement le jour où Cyprien, Moubadje seront fit et vont revendiquer une place de titulaire, en tout cas voudront être dans le 11? Il va falloir faire des choix. Alors ça, c'est le rôle de l'entraîneur, il est payé pour ça. Mais est-ce que c'est pas ça qui risque d'un coup de venir un petit peu déséquilibrer la machine? La IB fait des choix en permanence avec des joueurs qui ont énormément de qualité. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas Elia, il n'y avait pas Sierro, et ça tourne. Il n'y a pas de problème. C'est le problème de toutes les équipes et de tous les entraîneurs. Et je préfère être entraîneur d'une équipe qui a 2-3 fois le choix, qui doit se gratter la tête, qu'un entraîneur qui dit il regarde le banc puis il dit allez, on se premier, allez-y, parce que de toute façon, j'ai pas de solution derrière. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il y aura la Coupe la semaine prochaine, ensuite la pause des équipes nationales. Donc le prochain match de championnat, c'est dans 3 semaines. Ce sera contre Winterthur à Tourbillon. Et comme on dit dans ces cas-là, pour une équipe qui est en pleine bourre, est-ce qu'elle tombe pas au mauvais moment, cette pause, finalement? C'est toujours un peu le problème, mais je pense que ça va permettre à quelques joueurs d'arriver un peu plus fit. Cyprien, il doit récupérer. Balotelli, il est quand même lourd, hein. Il est entré, pour l'instant, on sent sur chaque touche de balle qu'il a une technique au-dessus. On sent qu'il est encore lourd, donc je pense que en fait, ça va faire du bien à certains joueurs et j'ai l'impression qu'il en faut plus pour dérégler la machine, si on vu la qualité et l'argent qui a été mis en place. Enfin, je sais pas si Robin confirme ça, mais plus suivition que moi, je pense. Oui, ouais, puis bon, après, les internationaux au F-Session, je suis pas sûr qu'il y en ait. Ils auront peut-être du temps à se préparer entre eux. Après, au niveau de Balotelli, moi j'ai quand même vraiment des gros doutes sur ce qu'il va amener cette année. Je vous cache pas que j'ai déjà reçu 2 vidéos de lui en train de s'amuser dans les nuits lausannoises. Donc j'ai un peu des craintes par rapport à ce qu'il va vraiment amener à ce F-Session. Et le point positif pour moi, on en a beaucoup discuté cette semaine, c'est Ilias Chouarev. Pour moi, il va vraiment être décisif pour le F-Session. En 1 contre 1, il est très fort. Et puis Balotelli, au pire, on va vraiment finir par les pizzas à la porte d'Octodur. Et au pire, c'est déjà ça, quoi. Au pire, il a déjà vendu quelques maillots aussi. Il a rapporté un petit peu d'argent. On s'est posé la question pour le F-Session, on va se la poser maintenant pour Servette. Parce que Servette était l'espace de quelques instants leader de ce championnat aujourd'hui, après sa victoire contre Zurich. Alors IB, en gagnant contre Lugano, repasse devant, à la différence de but. Mais sinon, Servette est à égalité avec Young Boys, 8 matchs et 17 points. Et je vous pose la même question, mais je commencerai par celui qui... Et je ne vois, parce qu'on va pas le cacher. Une balance comme ça. Fantin, est-ce que vous y croyez, vous, à un Servette FC qui joue les premiers rôles et qui va au bout? Mes amis supporters, quand on est au stade, me traitent de rabat-joie constamment parce que, en fait, je viens d'une génération où on est né avec les faillites du Servette et les descentes, les remontées. Donc, en fait, on s'attend toujours au pire. Vous ne faites pas d'illusions. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai tendance à dire non, les gars, IB va être champion. Nous, si on peut gratter une place européenne, c'est super. Par contre, il faut aussi relever quand ça joue bien. Et là, en début de saison, ça fait plaisir. J'ai vu la chronique de Claude Gross qui parlait d'un Servette qui sait s'adapter. C'est nouveau et ça fait très plaisir. Ils savent aussi
mettre un bloc plus bas quand il faut, même si Gaël Clichy, en après-match, après, dit en interview qu'il préfère presque perdre un match plutôt que le gagner 1-0 en mettant le bus. Donc voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord au sein du club, mais on voit que le club peut s'adapter, et puis avec les nouvelles arrivées, que ça fait la différence. Donc jouer l'Europe, là, très clairement, si on continue comme ça, c'est bien. Un podium est possible cette année, clairement, mais le championnat, je me fais quand même pas d'illusions face à IB. Est-ce que vous êtes plus optimiste pour Servette que pour Sion, Robin? Moi, j'aime bien cette nouvelle équipe de Servette. Puis je pense aussi qu'il y a un groupe qui est en train de se former. C'est un peu depuis quelques saisons, un peu toujours les mêmes joueurs. Et j'ai beaucoup aimé le match d'aujourd'hui face à Zurich, où bon, ils se sont retrouvés à un joueur de plus que Zurich, mais ils ont montré vraiment dans les combinaisons offensives. On disait Servette fait du Servette. Avec ses passes en retrait, c'est le deuxième but où il y a une combinaison depuis la gauche qui est le 2-1 juste avant la mi-temps. Il est juste extraordinaire. On voit que les Grenats, ils ont des qualités offensives, ils ont vraiment les armes sur le terrain. Et je trouve que, pour moi, Servette est presque plus convaincant que Sion à ce niveau-là, au point de vue offensif. Claude? Servette, le problème de Servette, je dirais, si Zurich était champion l'année passée, ils ont eu beaucoup de réussite. Et bravo à eux, mais il n'y avait pas IB, il n'y avait pas Bâle. Hein. Ils étaient en reconstruction pour IB, pour Bâle. Voilà, ils ont passé à travers. Cette année, IB va pas passer à travers, je pense. Donc si Servette n'est pas tout en haut, c'est-à-dire à la première place, peut-être ça sera la faute de IB et pas la faute de Servette, parce que ce que fait Servette depuis le début du championnat, mais depuis qu'ils sont remontés, hein, c'est 4, 3, 6e, c'était peut-être la plus mauvaise saison l'année passée, et on parle de 6e, donc Servette fait des belles choses. Ils ont trouvé ses joueurs offensifs, Kutezak apporte beaucoup, et Crivelli, ce qui manquait. Bedia va revenir. Donc je trouve cette équipe intéressante, et effectivement, elle sait s'adapter. Et je trouve qu'elle s'adapte drôlement bien, parce qu'après un match contre Getse où ils avaient été vraiment très forts de l'avant et ils avaient 1-0, ils avaient continué à attaquer, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire aujourd'hui. Derrière, ils ont été capables de faire tout l'inverse à Lucerne, de mettre le bloc bas, de jouer en contre-attaque, chose qu'ils ont très bien fait. Donc Servette gagne, et quand vous gagnez, ça laisse du temps au coach. Et c'est pareil pour Sion, ça laisse du temps au coach. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que Servette gagne. Après la manière, il y en a qui la remettent en cause. Moi, Servette du début de saison, pas spectaculaire, mais ça fait des points. C'est quand même le but au foot de faire les 3 points. Après la manière, il y en a qui vous diront que le jeu, mais le jeu... Et si même Maurice Bauer se met à marquer, comme disait Thierry Roland, après ça, on peut mourir tranquille, franchement. Bon, ceci dit, la saison dernière, quand on voyait Zurich devant et qu'on commençait gentiment à se poser la question, effectivement, après 8, 9, 10 journées, et si Zurich allait au bout, on avait tous cette même réaction de se dire « Ah non, mais sur la longueur, quand même, ils vont caler, quoi ». On ne serait pas quand même dans la même situation, mis à part effectivement cette notion de IB que vous avez soulignée, oui, Claude. Mais tout est possible, et je le souhaite. Et pourquoi pas une fois Servette, pourquoi pas une fois Sion, qui fasse comme Saint-Gall l'a eu fait, même s'ils n'ont pas été au bout, mais il y a 3 ans, c'était presque, ils ont presque été au bout. Et pourquoi pas nous? Nous remontent, donc pourquoi pas. Mais oui, il y a quand même IB. Bâle, je les sens revenir quand même très fort. Ils ont des joueurs incroyables. Donc il y a de la concurrence, mais pourquoi pas rêver un peu. En tout cas, Servette doit faire son bonhomme de chemin et on fera les comptes à 10 journées de la fin et voir ce qu'on vise côté servettien. Ce match aujourd'hui contre Zurich au stade de Genève, il était assez improbable avec ce dénouement. Victoire finale 3-2. Comment est-ce que vous qualifierez le match de Servette d'aujourd'hui? Inégal. Je crois que vos confrères l'ont dit tout à l'heure. Une fois qu'ils ont marqué, ils ont arrêté d'être le Servette, made in Servette qu'on aime voir. Et ils ont arrêté d'attaquer. Alors que contre Getse, ils ne l'avaient pas fait. Et on a vu tout de suite la différence. À chaque fois qu'ils ont marqué, ils ont commencé à prendre une domination assez forte. Et en défense, ils ne sont pas du tout aussi sereins qu'en attaque. Pour plein de raisons, notamment le départ de Vincent Sasso qui n'a pas été compensé. Clichy a perdu 14 ballons aujourd'hui. Il faut quand même... Je veux dire, c'est peu habituel. Hein. Il a commencé par des saisons très solides. Et là, gentiment mais sûrement, il devient plus entraîneur voire directeur sportif avec Crivelli que joueur. Mais voilà, un côté brouillon, je dirais, en deuxième mi-temps. Fofana qui a amené beaucoup de vivacité, mais qui venait vite s'empaler sur les défenseurs. On avait tendance à mettre, on disait à un moment donné avec Claude, mais mettez des centres, parce qu'on avait plein d'ailiers emmagasinés, puis ils essayaient de combiner dans les petits espaces à un moment donné où il fallait mettre du monde au centre. Et voilà, au final, ça finit par une balle en l'air, justement. Donc, c'est pas pour rien. Avec Doulin, ça fait d'ailleurs très plaisir pour Doulin parce que c'est la salle des machines du Servette depuis si longtemps. Et là, il délivre l'équipe enfin, il marque. Ça me fait plaisir pour lui. Son premier but pour le Servette FC. On espère que ça va continuer. Tant pour Sion que pour Servette, et qu'on les retrouve régulièrement dans le haut du classement. Hein. Reprise du championnat, je vous l'ai dit, ce sera dans 3 semaines avec un Servette qui, lui, s'en ira jouer à Lugano.
Lugano. On va maintenant parler de 2 clubs zurichois. Alors, Getse est un tout petit peu devant, donc voilà, ça va moyennement, mais pas si pire pour Getse. Par contre, pour Zurich et pour Winterthur, c'est carrément la catastrophe. Ces 2 équipes ne décollent pas. Elles sont toujours au bas du classement. Avant-dernier, le FC Zurich, 2 points. Dernier, Winterthur, 2 points également. C'est la différence de but qui les départage. FC Zurich, il y a 15 jours, on parlait déjà effectivement du licenciement de Franco Foda, mais il est toujours là. Là, maintenant. Est-ce que c'est pas quand même la fin des haricots pour Monsieur Foda? Ouais. La formule de Claude Gross de « il va rester à l'aéroport de Genève ». Non, mais c'était une boutade parce que je le pense pas sincèrement, parce que ce qui va le sauver, c'est peut-être la formule du championnat cette année où il y a quasi pas de relégués et il faut quand même le payer, Foda. Donc la saison elle est morte et il y a un Winterthur qui est très faible qui va finir dernier du championnat. Donc il resterait. Je me mets à la place de Canepa. Il faut sortir beaucoup de sous si vous le licenciez. C'est une saison qui est quasiment déjà morte. Il reste peut-être la Coupe Suisse. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque justement de tout perdre là cette semaine, elle est cruciale pour le FC Zurich. Il y a ce déplacement en Norvège en Europa League. Bodo Glimt qui a fait un point contre le PSV. Donc si Zurich perd en Norvège, c'est carrément fini, ouais. Quasiment la 3e place déjà qui s'échappe. Et puis il y a la Coupe, effectivement, la semaine prochaine contre Lausanne. Il y a quand même le risque de tout perdre. Le peu qui reste en une semaine. Le championnat, il est fini, même pour une place européenne. Alors on a vu des miracles, mais la remontée, ça me paraît compliqué. La Coupe d'Europe, ils peuvent passer un tour, mais je ne sais pas à quoi ça va les mener. Et la Coupe, il reste la Coupe. Mais la Coupe avec Foda ou avec un autre, est-ce que ça va changer? Ils vont à Lausanne. C'est a priori abordable, mais maintenant, si vous mettez un nouvel entraîneur qui ne connaît pas le championnat pour aborder ces matchs, je ne suis pas sûr que c'est mieux. Je dis Foda dans un contexte normal. Je pense que ce soir, effectivement, il restait à Genève. À Zurich, il y a aussi un aéroport, donc ils ont encore la nuit pour réfléchir. Mais dans le contexte actuel, la formule de championnat, le fait Winterthur fait que peut-être on va continuer avec et essayer de trouver des solutions avec lui. Ce qui serait bien, parce que vous savez ma position, moi je ne suis pas pour le licenciement des entraîneurs, même quand ça va mal. Parce qu'on a vu des équipes très mal au point, avec des entraîneurs au plus bas, et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, ça tourne, et l'entraîneur a du succès. Donc voilà, espérons pour lui qu'il passe la ronde. La corporation avant tout, Claude Gross. Vous avez suivi le match de près aujourd'hui, Robin, entre Servette et Zurich. Alors oui, Zurich a peut-être, on peut dire, ils n'ont pas eu de chance. On parle toujours de cette chance qu'ils avaient l'année passée, qu'ils n'ont plus cette année. Ils méritaient pas de perdre, ils auraient mérité de ramener au moins un point de Servette. Mais au final, toujours un 0 pointé. Ouais, c'est un peu la malchance des derniers, quoi. Ça se joue à peu de choses. Et au final, on a ce but qui intervient à la 94e, vraiment à la dernière seconde du match. Et on a vu un Franco Foda à la fin du match complètement effondré, le moral dans les chaussettes. Puis je pense même lui, il sait dans un coin de sa tête qu'il ne va pas faire long feu au sein de ce FC de Zurich. Moi, j'ai un peu peur pour lui, sincèrement. Je pense que plutôt Anchiko Canepa, il va plutôt miser sur une reconstruction directe pour les saisons à venir, en recommençant, peut-être en se séparant de Franco Foda. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est sur la sellette, qu'on parle de lui à ce poste. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec qui plus est une défaite malheureuse, vraiment, parce qu'ils ont montré, ils ne sont pas démérités aujourd'hui, ils ont eu des actions, ils ont touché la barre. C'était vraiment malheureux pour eux, cette défaite. Dans ça se provoque, hein. On en a parlé en regardant le match. Il y a un coup franc à 1 minute 15 de la fin du match pour Zurich, à 20 mètres, excentré. Il faut mettre du monde dans la surface, tenter de mettre le ballon dans la boîte, et pourquoi pas marquer, et aller gagner à 10 contre 11, et à changer cette tendance. Ils l'ont joué à 2 en essayant de conserver le ballon, de mauvaise manière, et sur le contre, ils prennent le but. Donc à un moment, il faut provoquer aussi un peu le destin, et là, ils ne le provoquent pas. Passe de 2, ok, à 10 contre 11, on fait un point à Genève, non. Il y a un coup franc, il faut le jouer. Et après, ça ne veut pas dire que vous prenez le contre, hein, si vous ne marquez pas. Mais là, ils l'ont pris le contre. Et, voilà. Sans avoir tenté. Sans avoir tenté. Je trouve un peu dommage. Vraiment le match nul, on a vu qu'ils étaient. Il y a un ballon dans les 16 mètres. Tu gagnes le duel. C'est un duel 1 contre 1. Tu gagnes le duel, tu marques, tu gagnes le match. Et tu ne joues pas et tu perds le match. Derrière. Oui, mais le contre, ils l'ont pris quand même. Donc, à un moment, il faut oser offensivement pour être récompensé. Zurich, c'est pas terrible. Winterthur, c'est encore pire. C'était la cata hier soir, ce match de Winterthur. Vous l'avez vu, Fontaine? J'ai réussi à regarder du début à la fin. Alors, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire autre chose en regardant le match, je ne le cache pas. C'était plié très, très vite.
Comme le disait Cédric Moret, qui était au commentaire pour la RTS, vraiment... Ah, vous l'avez regardé sur RTS? Bah, évidemment. Ouais, non. Je ne vais pas tout vous donner, il fallait que je compense pour le week-end. En fait, il y avait une différence flagrante en termes de physique. Il y avait 2 divisions d'écart. Ils perdaient tous les duels. D'ailleurs, depuis le début de la saison, Winterthur, c'est l'équipe qui perd le plus de duels. Servette, celle qui en gagne le plus. C'est peut-être un signe aussi par rapport à ce qu'on disait. Et Winterthur était largué en termes de marquage, en termes de duels, je l'ai dit, en termes de justesse. Ils relançaient n'importe comment. Enfin, c'était triste, vraiment, parce qu'elle ne nous déplaît pas de base, cette équipe de Winterthur. Mais Claude l'a dit en off tout à l'heure, c'est un effectif de Challenge League. Et on a envie de les voir faire mieux, mais on sent que ils sont en mode on le joue au barrage, quoi. Ouais. On verra à la fin de la saison et puis on le joue au barrage. Est-ce que c'est pas un peu le problème, justement, c'est complètement risqué. de se dire, bah, ok, ouais, ils ont 36 matchs pour préparer le barrage, c'est clair. Oui, mais ils le font pas de manière volontaire, ils le font parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Je pense sur l'effectif, il n'y a pas un joueur qui peut jouer dans n'importe quel club de Super League titulaire. Donc c'est un club de Challenge League qui joue une Super League, donc ils font avec leurs moyens. Pas doute, à l'époque, il y avait quelques joueurs, mais ils avaient les balles arrêtées, qui leur sauvaient un peu le truc. Winterthur n'a même pas ça, donc Winterthur, ça va être très très long, et ils n'ont pas le choix de préparer le barrage déjà maintenant, parce qu'ils vont le jouer. Alors, je me trompe souvent, j'espère pour me tromper, mais là, je crois qu'on est un peu tous unanimes. Je vois mal comment Winterthur, parce que Zurich va faire des points, je suis persuadé. L'effectif est quand même pas si mauvais que ça, donc je vois pas qui vont les chercher devant. Donc. Mais quand Zurich va commencer à faire des points, parce qu'effectivement, on attend quand même que ça arrive, ça veut dire que Winterthur, vu ce qu'on a vu hier encore, ils vont pas en faire des masses. Pour l'image du championnat, c'est quand même pas terrible d'avoir une équipe qui est la dernière, bonne dernière, complètement larguée, et puis qui, de toute façon, risque rien dans un premier temps, puisqu'il y a effectivement ce barrage au printemps pour se sauver. C'est pas terrible pour l'image du championnat. Ouais, puis Winterthur, on se rappelle, ils sont passés à la dernière journée devant, je sais plus qui était exactement. Il y avait Chafouz et Haro. Ouais, voilà. Eux s'en souviennent. C'est vraiment joué. Ils avaient le même nombre de points, si je me souviens bien. Donc, ouais, ils ont peut-être fait aussi un hold-up à ce niveau-là sur la fin de saison passée en Challenge League. Et puis voilà, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas d'effectif pour rester en Super League. Et puis le barrage s'annonce compliqué avec les équipes qui viennent derrière en Challenge League, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas un peu long pour les joueurs, déjà d'une part, l'entraîneur? Parce que là, on raconte quoi au vestiaire matin après matin, pour ne pas dire match après match. Ouais, Bruno Bernard, il a fait ce qu'il a pu au début. Il y avait peut-être l'euphorie de la promotion, le début de championnat. Ils ont été grattés des points contre Bâle quand même. C'était le premier match. Et puis maintenant, voilà, ça va venir compliqué. Ça va être très long pour les joueurs, effectivement. Pour le coach, effectivement. Après, les joueurs, ils ont eu leur promotion, ils ont volé à personne, ils l'ont eu sur le terrain, leur promotion, donc à eux de l'assumer, mais c'est vrai que cet effectif est trop juste. On espérait, on pensait du moins qu'il y aurait quelques retouches, malgré tout, et il n'y a pas eu. Et c'est trop léger pour la Super League, et ça saute aux yeux. Avec le risque aussi que le public, les spectateurs, les supporters de Winterthur se lassent. Hier, c'était encore guichet fermé à la Schützenwiese, à ce rythme-là. D'ici même la pause de novembre, ça va se vider. Hein. Ce qu'on disait, ils sont juste niveau effectif. Ça ressemble à un accident de parcours d'avoir Winterthur en Super League. Mais s'il y a bien une chose où ils méritent d'être en Super League, pour moi, c'est leur public qui est exceptionnel. Je veux dire, ils ont largement une meilleure moyenne de supporters que le Stade de Genève pour l'instant, et d'autres encore. Ah oui, je vois guichet fermé tout le temps. Alors ça risque pas à Genève, mais j'entends même au niveau du nombre de spectateurs, c'est fort. Ils font les choses bien et tout, mais c'est vrai que les retouches d'effectifs qu'ils ont fait, c'était des bons joueurs de Challenge League. Donc en fait, Di Giusto, etc., qui sont des bons joueurs, et Rodriguez, etc., mais qui sont des joueurs de Challenge League, quoi. Et le public, je sens un public assez passionné pour pouvoir rester quels que soient les résultats. Je pense que la moyenne de spectateurs va pas être dramatique. Il y a beaucoup d'enfants aussi là-bas, il y a même une tribune pour eux. Mais simplement, ils vont pas, ça va pas leur donner envie forcément même de continuer en Super League, en fait. Parce que si on se prend que des rousses pendant encore l'année qui suit, est-ce que ça nous fait vraiment plaisir à suivre? Voilà pour la Super League. On parle Challenge League maintenant, avec une situation toujours aussi intéressante en tête du classement. C'est toujours aussi serré. Il y a 2 équipes à 16 points, c'est Ville et le LS. Il y en a une à 15, c'est Haro. Puis ensuite, en embuscade, on a Yverdon et Bellinzone. 2 équipes qui ont perdu aujourd'hui. Yverdon a été battu par le Lausanne Sport. Bellinzone a été battu par Ville. Mais ça reste, messieurs, une Challenge League extrêmement intéressante à suivre, extrêmement compact, avec quand même, on le notera aujourd'hui, Ville et Lausanne, il y avait ces 2 matchs au sommet, Ville et Lausanne ont marqué leur territoire, ont marqué les esprits, parce que la victoire de Ville, elle est claire, elle est nette face à Bellinzone.
Et Lausanne, dans ce derby très très attendu contre Yverdon, a 1000 points sur la table. Oui, ça a été difficile, mais Lausanne l'a fait, Lausanne a gagné. Magnin, il pense un petit peu comme moi. J'ai vu une interview où lui, l'important, c'est la victoire. Et il a bien raison. Dans cette ligue qui est très, très difficile, il n'y aura pas de match facile. Lausanne ne va pas finir à 25 points d'avance. L'important, c'est que Lausanne monte. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ont fait l'essentiel. Ils ont un petit peu souffert, mais sans plus que ça sur la fin, parce que vous savez qu'un but d'écart, forcément, vous vous exposez. Mais Lausanne reste solide, sans être incroyable. Ils gagnent leur match. Et ils restent en haut du classement. Aujourd'hui, c'est l'essentiel. Il y a vraiment ces 2 places à aller chercher, parce que c'est une année exceptionnelle pour remonter. Donc, Lausanne doit faire le travail, et pour le moment, il le fait. Ils le font. Et on n'oubliera pas de mettre Thun encore dans le tas, parce que beaucoup de gens s'accordent à dire que Thun a fait un très très bon mercato et qu'on va les retrouver aux avant-postes sur la longueur du championnat. Thun qui a été accroché hier par le Stade Lausanne-Ouchy et qui pour l'instant n'est que 7e, mais pas si loin que ça finalement de la tête du classement. Cette Challenge League, je la décrivais des fois un peu comme sans queue ni tête. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'y voir clair et de se projeter à plus que 2-3 journées devant nous. 6 points entre le premier et le 8e. C'est un peu comme l'année passée, en fait. On ne sait pas, ça va se jouer peut-être à la dernière journée de nouveau. Et vous faites bien de parler de Thun, Mike, parce qu'effectivement, Barès, Jankiewicz, Bamert, Luchinger et évidemment l'énorme Oberlin. Tout ça parce qu'il était à Servette. Blague à part. Alors, c'est du court terme, il y a beaucoup de prêts, mais ça prouve qu'ils veulent jouer la montée directe sans attendre. Il y a aussi Castroman qui est enfin revenu de sa longue blessure, qui est un joueur incroyable, qui n'a pas eu une carrière plus haut parce qu'il a eu des blessures graves, mais qui est vraiment un très bon joueur. Et puis, Kerem Ateng, formé à Dortmund, qui a mis un doublé hier, et qui montre aussi qu'offensivement, ça commence à être vraiment du lourd. Et puis, pour ce qui est de Ville, vous mentionnez Ville, alors 5-1 contre Bellinzone aujourd'hui, on l'a vu, mais ce qui est bien avec Ville, c'est qu'on a beaucoup critiqué Ville à l'époque, il y a quelques années, pour la gestion parfois frauduleuse, enfin, c'était terrible ce qui se passait là-bas. Et puis là, aujourd'hui, on a un gardien suisse de 20 ans, 2 défenseurs suisses de 20 et 21 ans, on a un Suisse de 20 ans qui tient le milieu, et il n'y a que des jeunes, plus l'éternel Silvio qui a 37 ans devant, et puis Mundwiller, 35 ans au milieu. Et en fait, c'est un modèle qui a l'air de bien marcher. Et j'aime bien cette équipe de Ville. Mais voilà, je pense que Lausanne, effectivement, pour moi, a tout d'un candidat à même la première place, carrément, sur le début de match, avant qu'il commence à jouer le Peclet, comme disait Claude, et j'ai appris une expression aujourd'hui, avant qu'il joue le Peclet en prenant le 3-2. Ça jouait vraiment le début de match, ils étaient au-dessus. Et pour moi, vraiment une belle équipe. Brighton Labo, c'est quoi, 6e et 7e but de la saison. Ouais. Voilà, ça, à mon avis, c'est trop fort pour cette Challenge League. Et que Xamax a marqué son premier point. Mais ça a été compliqué, hein, Robin, ils ont souffert. Ouais, ça a été très compliqué avec surtout ce penalty concédé par Xamax dans les derniers instants du match, avec Guy Varche qui fait une parade juste extraordinaire. Bon, on a tous regardé le match ensemble, c'était vraiment poussif cette fin. Ouais, c'est pas de nature à rassurer qui que ce soit. Hein. C'est un point, ok. C'est un bon point. Mais ça aurait pu être 0. Mais franchement, dans le jeu, on a beau les regarder chaque week-end. On se dit comment ils vont faire pour éviter cette dernière place. Un peu comme Winterthur en Super League. Ouais, bah, il reste à espérer que la patte Saïbene prenne et puis qu'il y ait une homogénéité qui se fasse dans cet effectif. Après, c'est vrai qu'au niveau des qualités individuelles, on a vu comme aujourd'hui que certains joueurs étaient vraiment un peu justes, même pour ce niveau de Challenge League. Mais voilà, c'est peut-être avec le travail et ce nouvel entraîneur que les choses vont peut-être changer aujourd'hui. La preuve aujourd'hui, c'est un bon point quand même dans ce championnat. La chance pour Xamax, c'est que Vaduz joue sur la scène européenne, on ne va pas l'oublier. Hein. Et ça va leur coûter des points, de l'énergie. Hein. Toutes les saisons, parce qu'ils font les tours qualificatifs et ils ont toujours de la peine à commencer le championnat. Les autres saisons, ils partaient aussi tout en bas et après, ils finissaient fort. Cette année, la campagne se rallonge un peu, donc c'est difficile pour eux. Mais oui, heureusement, parce que déjà l'arrêt de Guy Varche, parce que sinon, ça ferait Vaduz à 6, Xamax à 0. Donc le trou serait déjà conséquent sur un Vaduz qui... On voit ce qu'ils font en Coupe d'Europe, ils sont capables d'être assez incroyables. Et après, vous êtes à 10 points sur Chafouz, donc ça devient compliqué effectivement pour Neuchâtel. Ce point va faire le plus grand bien parce que vous avez le 0 collé sur le front match après match. Ça vient long. Ce point va peut-être les aider, en tout cas au niveau mental. On rappellera quand même que le dernier de Challenge League n'est pas automatiquement relégué. Là aussi, il y a un barrage contre le 3e de promotion. Peut-être le FC Bulle, hein, sait-on jamais. Quel duel, oh là, s'il vous plaît. Ouais, mais il faut que Bulle marque quelques points en Promotion League avant ça. Hein. Et puis Steve Guillot, il nous fera quelque chose de bien pour ce barrage. Non, mais blague à part,
Oui, bien sûr qu'il y a ce barrage contre le 3e de Promotion qui permet aussi de voir venir, comme pour Winterthur. A priori, le 3e de Promotion League, c'est abordable sur 2 matchs, mais ça peut être un piège. Donc, l'éviter, s'ils n'ont pas le choix, ils le joueront. Mais ça n'a pas grand-chose d'un piège malgré tout. Mais il faudra voir dans quel état Neuchâtel arrive et dans quel état arrive le 3e de Promotion League. 22 tirs à 6 pour Vaduz aujourd'hui, à domicile, que ça max. Il y a du boulot. Pas convaincant, mais un bon point de prix. Messieurs, il nous reste 10 minutes d'émission environ pour parler maintenant de la Ligue des Champions qui a donc commencé mardi dernier. Et les semaines vont donc s'enchaîner, les journées vont s'enchaîner pour cette Ligue des Champions jusqu'à la pause de novembre. Si je vous demande de me dire ce que vous avez retenu de ces 2 premières soirées de Ligue des Champions, mardi et mercredi dernier, qui se lance, qui veut commencer, ou sinon je désigne. Non, mais moi, je peux y aller. Pour moi, les favoris ont répondu présent. Que je parle de favoris, c'est le Bayern, Barça, City, Real, Paris. Alors, dans des contextes différents. Hein. Bayern d'aller gagner à l'Inter, c'était peut-être le match le plus compliqué. Barça a déroulé, City aussi. Bien que Séville n'est pas bien, il fallait quand même aller marquer 4-0 là-bas. Le Real, c'était presque une promenade de santé à Celtic. Aussi à Celtic, pas toujours évident. Et Paris, Paris a été nettement plus fort pendant 45 minutes et avant de tomber dans leur éternelle suffisance. Avant de se faire peur. Ou a priori suffisance et se faire peur. Mais pour moi, les 5 favoris à mes yeux, ont fait le job. Et les buteurs que sont Haaland, Lewandowski et Mbappé, ils ont répondu au corps présent. Ils sont énormes au championnat, énormes sur la scène européenne. Et ils sont à 12 et 11 buts déjà en 6 et 7 matchs avec la Coupe d'Europe. Donc, dans des équipes capables de la gagner. Donc, ce duel-là à distance est très intéressant. Ils ont joué le Peclet un peu Paris, effectivement, sur la fin de match. Moi, je voulais dire un mot sur Liverpool, quand même. Je pense que c'est une défaite marquante à laquelle on a assisté. J'ai l'impression qu'ils sont en burn-out, Liverpool. Vraiment, j'ai une impression générale. On ne peut pas vraiment désigner des gens. Il y a un truc général qui se passe. Van Dijk, qui avait cette stat incroyable de il se faisait jamais dribbler, maintenant il provoque des pénaux parce qu'il se fait passer. Alexander-Arnold, qui est certes un super joueur pour ce qui est de faire des magnifiques transversales offensivement et tout, mais là on voit match après match, sans vouloir faire de blagues, à chaque fois qu'il se fait passer défensivement, il stoppe son effort. Donc vraiment, il y a une espèce de démobilisation. C'est déjà arrivé avec Klopp parce qu'il a des équipes qui sont très agressives au pressing. Au bout d'un moment, ça fatigue. Et on a parlé d'usure. Je pense que alors, beaucoup de joueurs absents, il faut quand même le dire. Hein, beaucoup de blessés. Ils sont pas épargnés. Ou qui reviennent gentiment de blessures. Donc, ce n'était pas l'équipe type de Liverpool qu'on a vu. Mais avec ce qu'ils ont dépensé, je veux dire, sur le banc, il y a quand même... Mais il y a de quoi s'inquiéter quand même. Ouais, moi je pense. Klopp a dit cette semaine, je pense pas que le club va me virer, mais on n'est jamais sûr de rien. Et ça peut être une semi-blague, mais juste le fait qu'on remette en cause sa position, alors que, je veux dire, c'est quand même ce qu'il a redonné comme âme à Liverpool et la cohésion avec les supporters est folle, mais on en vient à... Voilà, ils sont 7e de PL, à 6 points du leader, alors pas de panique, mais quand même un peu. Pour finir avec Liverpool, j'ai vu un 11 gags de supporters. Ils ont dit le 11 pour le prochain match, on aimerait que ce soit le trio d'attaque Diaz, Diaz, Diaz. Au milieu, on aimerait la triplette Thiago, Thiago, Thiago. Et puis derrière, c'est juste écrit Inch'Allah. Parce qu'en fait, peu importe qui on met, même si sur le papier ça a de la gueule, en fait, c'est compliqué. Ouais. C'est mental, je pense, beaucoup. Ouais, puis Liverpool, il y a aussi Salah qui en met forme. Et il y a eu le départ surtout de Sadio Mané. Beaucoup de spécialistes disent que le départ de Sadio Mané a beaucoup déstabilisé l'équipe. Et au niveau des Anglais, il y a aussi une surprise. Il y a Chelsea qui a perdu au Maximir face aux Croates. Tuchel aussi, il se disait, je pense pas qu'ils vont me virer après ça. Jürgen Klopp a dit, moi, contrairement à Chelsea, mes dirigeants veulent discuter avec moi avant de procéder à une décision de la sorte. Et oui, c'est limogeage de Thomas Tuchel là, qui a fait quand même un joli tremblement dans le monde du football parce que personne s'y attendait, surtout pas les supporters de Chelsea qui avaient foi en lui puisque, on le rappelle, c'est quand même le tenant du titre de la Champions League. Et Tedesco aussi. Qu'est-ce qu'il en pense, l'avocat de la corporation? De qui? Ces 2 entraîneurs qui se font virer, paf, après le premier match de Ligue des Champions. Pour Chelsea, c'est les nouveaux dirigeants qui n'avaient pas fait... Un nouveau cycle, oui, voilà, c'était le moment. Avait choisi Tuchel, voilà, fallait changer. C'est complètement incroyable. De toute façon, c'est un monde complètement fou. Déjà, le foot en général, mais alors la Champions League, là, on touche des choses que je ne comprends pas. Bon, c'est des choix, c'est comme ça. Ma foi, les coachs doivent vivre avec ça. Hein. Il va se remettre Tourelle. Hein. C'est pas la première fois. À Paris, c'était la même chose. Il est parti de Paris pour aller gagner une Champions League, donc on verra où il va rebondir. En fait, il faut l'engager. J'espère. Il faut l'engager. Voilà, c'est ça. Il faut l'engager. Il faut l'engager. Il part. Il faut l'engager. Il vous ramène à la Ligue des Champions. Ce serait dû apparemment à un désaccord
Thomas Tuchel n'était pas d'accord avec le transfert de Ronaldo, ce que voulait faire Todd Boehly, le nouveau propriétaire. Apparemment, le désaccord serait parti de là. Et, l'occasion était trop bonne pour le nouveau propriétaire. Et j'aimerais vous entendre au sujet de Naples. Parce que Liverpool, effectivement, a été poussé dans les cordes par un Naples qui a été, moi personnellement, j'ai trouvé vraiment convaincant, c'est ce que flamboyant. Quel début de saison de Naples. Et on se dit, si c'était eux la surprise, un peu. Alors, nous, peut-être pas pour la gagner, mais pour aller jouer les troubles faits. Mettre des bémols sur la performance de Liverpool, c'est qu'ils sont tombés contre un Naples incroyable. Donc, en plus des malheurs de Liverpool, ils sont tombés contre un adversaire très compliqué. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Naples était dominateur, n'a rien volé. C'était pas non plus incroyable, mais ils ont été dominateurs. Et c'est vrai que celle-là, en tout cas sous l'ampleur du score, on l'a pas vu venir. La gestion de l'effectif de Naples est incroyable parce qu'ils ont perdu Koulibaly, Ospina, Insigne, Fabian Ruiz et Mertens, et ils ont tout bien géré. Kvaratskhelia est incroyable, il se fait surnommer Kvaradona maintenant. Raspadori qui a marqué hier contre la Spezia à la 89e minute. Kim, le Coréen, qui est solide derrière, personne ne l'a vu arriver, et puis il fait des matchs hyper solides, il marque même sur les ballons arrêtés. Zambo Anguissa, pour le Marseillais que vous êtes. Bielsa avait dit à l'époque qu'il allait faire de grandes choses, personne n'y croyait, mais là, il a été stratosphérique, quoi. Donc, même Simeone qui marque sur son premier ballon, très ému. Donc, leader de Serie A, ils font vraiment... C'est très étonnant, mais c'est très, très beau à voir. C'est vrai que c'est difficile de créer une surprise jusqu'au point d'aller gagner sur la scène européenne, mais... comme outsider, vraiment comme équipe qui peut aller un peu embêter. Il n'y a eu qu'un match jusqu'à maintenant, puis c'était face à un Liverpool en crise, donc attendons de voir. Mais c'est vrai que Naples, personne ne l'a vu venir, même les spécialistes en Italie. C'est qu'avec tous ces départs, comme tu l'as dit, personne ne les voyait venir. Au final, ils sont en tête de classement. Comme j'ai toujours tendance à dire, on n'est qu'au début du championnat, donc attendons de voir sur la longue... La voie de la raison, Robin. Ouais. Alors cette semaine, j'ai coché quelques affiches et j'aimerais rapidement avoir votre avis sur ces affiches. Évidemment, la plus belle de la semaine, Bayern-Barça. Lewandowski de retour à Munich. C'est toujours la magie de la Champions League. Vous pouvez être sûr qu'ils allaient se rencontrer. Ça, c'était un match. Il leur en met combien? Il va leur en planter combien? Pronostic là-dessus, pas simple. Pas simple. Parce que mais au moins. Oui, je pense qu'il va en mettre un. Mais Bayern chez eux, c'est compliqué. Faire un pronostic sur ce match-là est très, très compliqué. Mais c'est une affiche de feu, quoi. Mais c'est le seul prono qu'on doit faire sur ce match-là. Est-ce que Lewandowski va marquer? Moi, je dirais oui pour le but de Lewandowski, mais incapable de dire pour le score, vraiment. Parce que les deux équipes sont virevoltantes en ce moment, et je juge pas sur le match contre Pilsen parce que c'est un peu trompeur, mais en championnat ils roulent à peu près sur tout le monde. Le Barça, ils ont recruté l'Europe entière, donc j'espère bien, mais et puis de l'autre côté le Bayern qui est toujours solide, efficace, qui a l'air comme ça intouchable, et je pense que Lewandowski c'est un peu le seul, j'ai l'impression qu'il peut aller de la petite épine dans le pied du Bayern, donc ça va être très intéressant à suivre. Au niveau stylistique aussi. Style et offensif, c'est incroyable les attaques de ces deux équipes, donc on espère qu'il y aura des buts. Il y a d'autres retrouvailles, ce sera mercredi, Hollande face à Dortmund, enfin Manchester City face au Borussia Dortmund, donc Hollande qui retrouve ses anciens coéquipiers, et Akanji, parce que c'est vrai qu'il a livré en plus une belle prestation lors du premier match de City à Séville. Là, c'est peut-être plus facile de répondre à la question, est-ce que Hollande va marquer contre ses anciens coéquipiers? Probablement. Probablement, certainement mettre un triplé aussi. Il est sur la longueur, mais clairement, c'est tellement une machine. Et moi, j'adore. C'est vraiment... Zlatan Ibrahimovic avait dit que c'était le futur, ce joueur, et je suis totalement de cet avis. Et c'est peut-être ce qui manquait à City cette saison. C'est vraiment une machine à scorer devant qui va potentiellement faire la différence. City, je les vois bien cette saison se retrouver en tout cas en demi. Pour Hollande, c'est quand même incroyable parce que j'ai tout entendu, les grands spécialistes du foot. Est-ce qu'il va pouvoir s'acclimater au jeu de City? Mais c'est vrai qu'on a beaucoup eu cette impression avec les attaquants qui... alors que bien sûr il est au-dessus de la mêlée, c'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Donc il va avoir des ballons pour marquer beaucoup plus que peut-être d'autres clubs. Exact. Alors s'il va chez le dernier de Première Ligue anglaise, peut-être qu'il n'aura pas de ballon. Je vous aurais dit
Est-ce qu'il va marquer? Je ne sais pas. Il va à City, forcément qu'il va marquer. C'est un tel joueur et il va être... Avec des centreurs. Mais c'est ça. Donc je ne comprends pas comment on a pu douter de ça. Et pour moi, en plus, n'importe quel grand joueur peut aller dans n'importe quelle grande équipe. Bah, je pense qu'on a douté de ça aussi parce qu'en Bundesliga, il y a cette tendance à... On dit parfois que les attaquants ont beaucoup de facilité parce que le style du championnat le permet. Je pense à Werner, à Schick, qui dans d'autres championnats ont eu plus de peine. Ou même Ibišević, c'était une star à l'époque du championnat d'Allemagne, alors que c'était un joueur, ça va, mais il plantait énormément de goals. Et en fait, lui, il a montré, Haaland et Lewandowski, c'est les deux qui ont montré que oui, on peut mettre énormément de goals en Bundesliga. Si on est un joueur d'un autre calibre, dès qu'on sort de Bundesliga, on met le même nombre de buts. Et Haaland, il est en train de leur montrer ça. Un match qui vaudra certainement le détour, c'est Liverpool-Ajax. Parce que les puristes du football, et j'entends déjà Bernard Chaland à ce sujet-là, vont se régaler pour cette affiche. Oui, parce qu'on se régale avec l'Ajax, déjà. On s'est régalé l'autre jour. Et surtout, au niveau émotion, c'est que Liverpool, s'ils perdent à la maison contre Ajax, c'est déjà presque fini pour Liverpool. Parce que Liverpool, je pense qu'ils peuvent se retrouver en 8e de finale et retrouver un peu leur élan, leurs joueurs. La forme du printemps. Venir, voilà, toujours, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai, c'était pas le cas aux années. Donc après la phase de poule, il y a une Coupe du Monde, il n'y a pas de préparation, vous enchaînez directement sur les 8e de finale. Donc ça, c'est un critère important qu'il ne faut pas oublier. Donc pour moi, Liverpool pourrait se refaire, mais pour ça, il faut sortir des poules. Et là, s'ils perdent à la maison contre Ajax, les deux autres sont à 6 points. Certainement, ça va venir compliqué pour eux. Donc pour moi, ce match, il a une saveur particulière au niveau des émotions. Moi, je me réjouis de Juventus-Benfica. Vu les communautés qu'on a ici en Suisse, italienne et portugaise, ça va vraiment être la guerre, ça va être magnifique. Et la Juventus doit réagir aussi, ouais, après la défaite à Paris. Ouais. Contre Paris, ça s'annonçait compliqué, même l'entraîneur était... C'est la même situation que Liverpool, une défaite à la maison là contre Benfica, puis le parcours il s'annonce compliqué, parce que Benfica a gagné son premier match. La deuxième place se joue entre ces deux clubs en fait, donc ça va être très intéressant à suivre effectivement. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de demander à Claude Gross ce qu'il pense du Marseille-Francfort qui va arriver mardi soir aussi. Déjà, j'espère qu'au niveau coulisses, ça se passe bien parce que voilà, avec ce qu'on a vu encore à Nice, avec les supporters à Marseille, allemands, malheureusement, je le déplore, ça se passe rarement bien avec les supporters allemands qui vont venir. Alors il y a un gros dispositif, donc j'espère que déjà à ce niveau-là, ça va bien se passer. Marseille, sur la première mi-temps, m'a plu à Tottenham. Ils ont été dominateurs et leur manquait encore leur attaquant, donc Sanchez. Donc avec lui en plus, c'est pas la même équipe non plus. Donc je me réjouis de voir ce Marseille qui a été décrit à juste titre parce que les autres saisons c'était catastrophique. Cette année ils sont bien championnat, ils sont en pleine confiance et je pense qu'ils peuvent battre Francfort et il faudra les battre s'ils veulent espérer bien sûr aller plus loin. Donc j'aurai bien sûr un œil sur ce match-là. Courage quand même, on ne sait jamais Claude pour ce match. Robin, vous allez regarder quel match en priorité cette semaine? Un seul? Bon, vous allez zapper, je sais, vous avez tout regardé, mais lequel il ne faut pas rater? Juventus-Benfica pour moi. Voilà, Juventus-Benfica. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en suivant cette rencontre mercredi. Merci Claude, merci Robin. Fantin, quel match mardi soir? Mon passeport espagnol dit Madrid, donc je vais toujours jeter un œil au Real. Ouais, mais oui, il joue mercredi soir, si jamais. Vous avez dit mardi soir? Ouais, mardi, quel match? Alors, j'ai pas le planning. Mais Bayern-Barça, si c'est Bayern-Barça, c'est très clairement Barça. Bon, sur Blue Sport, évidemment. Parce qu'il n'y a pas sur la RTS. C'est notre prochain rendez-vous à partir de 20h15, mardi prochain. Bayern-Barça, c'est le match principal, mais on vous les propose tous en direct, y compris Liverpool-Ajax, y compris Marseille-Francfort. Donc ils seront tous en direct. Dire si on montre sur Blue Sport. Ça a été un plaisir donc de vous avoir autour de cette table. Fantin, je vous écouterai avec grand plaisir pendant la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Avant pour la 3e mi-temps évidemment. Mais pour foutaise pendant la Coupe du Monde, je vous ai invité sur ce plateau, j'attends l'invite en retour. Ça va revenir, ça vient très vite. J'oublie pas. Ça marche. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se voit mardi pour la Ligue des Champions. Bye bye.